Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nouveau rendez-vous Panéliste. de l'expert comptable patrimonial. Chaque début de mois, nous aurons un flash marché, une actualité animée et présentée par Jean-Marc Bassu. Et du coup, Jean-Marc présentera donc ses invités de ce mois de février. Actualité au niveau de Force Patrimoine, je souhaitais donc mettre en avant donc le nouveau certificat de l'expert comptable patrimonial qui va débuter dès fin mai. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur le site internet de Force Patrimoine. Je tiens à féliciter la promo sortante puisque l'ensemble des participants à ce certificat ont été reçus et ont validé leur diplôme. Et puis, vous retrouverez prochainement dans nos newsletters et nos envois mail et sur LinkedIn le prochain thème du webinaire Expert comptable patrimonial. Je ne prends pas plus de temps, je vous laisse d'entre les mains de Jean-Marc et de ses invités. Jean-Marc qui est l'associé fondateur de Mahaka, mais qui va se présenter et présenter ses invités. Jean-Marc, merci et bon webinaire à tous. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce moment d'actualité financier, macroéconomique, fonds et même crypto. Soyons fous. Je dis toujours soyons fous pour faire plaisir à Pierre-Yves Diclot. Yufengxi, société Evansboard, qui se présentera évidemment tout à l'heure. Armand de Broglie, maison Fidelity. Audrey Poli, maison JP Morgan. Sébastien Textoris, Amundi CPR. Et puis moi-même, donc Pierre-Yves Diclot, pardon, Legiti, spécialiste en gestion et compte crypto-monnaie. Et moi-même, Jean-Marc Chevassu, qui aujourd'hui est l'honneur d'être au cours avec le master de gestion de patrimoine dédié aux experts comptables de l'IFOR, qui, en direct live, vont bénéficier je dirais, d'un cas pratique réel pour les habituer à tout ce qui est cet environnement financier qui ne fonctionne aussi à la fois par la technique, mais aussi par toute l'information et la connaissance qu'on peut tirer de tout ça. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Et puis, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Armand, je crois qu'aujourd'hui, c'est toi qui commences avec la macroéconomie. Merci Jean-Marc. Alors oui, effectivement, la macroéconomie est quand même très changeante, donc il y a beaucoup de choses à dire toutes les semaines et ça bouge très vite. Donc je vous propose d'aller directement à la présentation du coup. Bon, je vais continuer quand même en attendant. Alors, donc évidemment, je vais sauter directement à la problématique la problématique, c'est un peu gros mot, mais en tous les cas, à ce que veut mettre et ce qu'est en train de mettre en place Trump. Donc, slide suivante. Encore. Alors, on peut aller directement à la slide, exactement, voilà, slide 4, qui nous concerne directement puisque l'activité est très riche. Alors, il y a plusieurs choses que Trump a déjà mis en place et d'autres choses qu'il veut mettre en place. Il y a des choses plutôt négatives et des choses plutôt positives. Et je vais commencer du coup par les choses un peu plus négatives. Et on va voir qu'il faut prendre ça avec un prisme peut-être un peu différent de ce qu'on peut entendre dans les médias aujourd'hui en Europe, parce qu'il y a une vraie logique commerciale évidemment derrière. Alors déjà sur les points négatifs, évidemment, il y a la problématique de l'immigration, puisque il a déjà pris les décisions qu'il voulait prendre justement pour limiter l'immigration sur le sol américain et notamment en provenant du Mexique. Alors, en quoi ça peut être problématique? Parce que forcément, si vous avez moins d'immigrés, vous avez moins de main-d'œuvre. Et on a aujourd'hui une économie américaine qui est en plein essor, une activité économique quand même relativement robuste, avec un taux de chômage qui est quand même assez bas, puisque le taux de chômage aux États-Unis est de 4,1%. Donc, on
On parle de plein emploi lorsque le chômage est en dessous des 5%, donc on y est. Donc on voit bien que si effectivement il y a moins de main-d'œuvre, forcément, ça va faire pression sur les coûts du travail et ça va faire pression sur l'inflation de manière générale. Le deuxième sujet, évidemment, c'est le tarif. Et là, le sujet est quand même très actuel, puisque dès début février, Trump a mis en place des tarifs à la fois sur le Mexique, le Canada et également sur la Chine, même si en ce qui concerne le Mexique et le Canada, ça a été reporté d'un mois. Donc, pour rappel, il a mis 25% de tarifs sur les produits importés du Mexique et du Canada. Et évidemment, le Canada et le Mexique ont réagi par la suite en allant justement dans le sens de Trump. Et Trump a retardé du coup la mise en application des tarifs d'un mois. Évidemment, il y a une logique commerciale derrière, et on l'a bien connu d'ailleurs lorsque Trump était au pouvoir de son premier mandat. Il a tendance à taper et ensuite négocier. Donc voilà. Alors après, la conséquence de ça, c'est évidemment si vous mettez des tarifs à l'entrée sur les produits importés, ça fait monter les prix et donc du coup, ça va faire pression sur l'inflation. Il faut prendre ça aussi avec des pincettes, dans le sens où il ne faut pas oublier que, notamment ce qui concerne le pétrole aux États-Unis, que veut justement déréguler, en tout cas l'industrie pétrolière aux États-Unis, que veut déréguler Trump, j'en reviendrai dans 2 minutes. Le pétrole, en fait, aux États-Unis est un pétrole léger, en quelque sorte. Il a besoin de le combiner, pour le raffiner justement, de pétrole lourd. Et il y a deux endroits où il peut emporter du pétrole lourd. Il y a le Canada et le Venezuela. Évidemment, il ne traite pas aujourd'hui avec le Venezuela, il traite avec le Canada. Donc, il y a une certaine limite, en fait, au droit de douane qu'il veut imposer sur le Canada. Et l'autre chose qui est quand même assez intéressante aussi, c'est qu'on a un dollar qui est quand même assez robuste aujourd'hui aux États-Unis. Et forcément, la pression qu'on peut avoir sur l'inflation du fait des tarifs va être en partie compensée par la force du dollar. Après, il y a le cas de la Chine. Et là, c'est relativement intéressant puisqu'on s'attendait tous, en tout cas tous les observateurs économiques s'attendaient à des droits de douane de 60%. Donc, il est possible que ça aille crescendo au fur et à mesure des négociations que Trump va entamer avec le gouvernement chinois. Mais finalement, on n'a eu que 10% de droits de douane sur les produits importés chinois qui s'ajoutent déjà en fait à toute une série de produits chinois importés aux États-Unis sur lesquels les droits de douane étaient déjà de 100%, qui avaient été mis en place justement par l'administration Biden. Donc ça a été quand même plutôt bien accueilli par les marchés, puisqu'on voit effectivement que les marchés chinois ont plutôt bien réagi à cette nouvelle. Et là encore, c'est dans une logique de négociation à long terme avec la Chine. Donc on voit tout ça, en fait, ça va quand même des pressions inflationnistes qui ne vont pas forcément remettre de manière structurelle en cause la baisse de l'inflation, mais en tout cas, ça fait écho au discours de Jérôme Powell du mois de décembre, où justement, où il disait, au regard de la résilience de l'inflation, et il a quand même rappelé que l'objectif d'inflation était de 2% et non pas de 3%. Et quand on regarde les niveaux d'inflation aujourd'hui, on est aux alentours de 3. L'inflation sous-jacente, donc l'inflation globale retraitée des prix de l'énergie, est à 3,2%. Donc on est bien au-dessus des objectifs d'inflation. Et donc, du coup, c'est là où justement c'est intéressant, c'est que Powell, donc le patron de la Fed américaine, a décidé justement de revoir sa trajectoire de taux pour l'année prochaine. Là où on anticipait au mois de septembre 4 baisses des taux en 2025, finalement, le marché, et Powell n'anticipe que 2 baisses des taux l'année prochaine. Certains observateurs de marché, d'ailleurs, n'anticipent aucune baisse des taux en 2025. Sur les points positifs, quand même, parce que tout n'est pas négatif, il y a évidemment ce que Trump veut mettre en place et qui va être un vrai moteur pour la croissance américaine, évidemment la baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc, pour rappel, lors de son premier mandat, il avait passé les taxes de 35% à 21%. Et il a pour objectif, tout au long de son mandat, de les passer d'abord à 18% et ensuite à 15%. Et ça, forcément, si vous baissez les taxes, les résultats des entreprises vont augmenter et ça va être évidemment un moteur pour les marchés actions, puisque les marchés actions ont tendance à suivre les résultats des entreprises. Et autre chose, et non pas des moindres, c'est évidemment la dérégulation, puisqu'il veut mettre en place tout un système de dérégulation en ce qui concerne les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle avec son plan d'investissement de 500 milliards, justement le fameux projet Stargate, mais également au sein des financières, qui va d'ailleurs entraîner sans doute une augmentation substantielle en fait, des opérations de fusion-acquisition en 2025 aux États-Unis et évidemment sur le secteur de l'énergie. Et tout ça, évidemment, toute cette logique de dérégulation va également être un moteur pour la croissance américaine. Et enfin, un autre sujet, et non pas des moindres, slide suivante, c'est justement les plans de relance qui avaient été votés par l'administration Biden. Donc, c'est un plan de plusieurs trilliards de dollars qui vont se déverser, qui est déjà en train de se déverser sur l'économie américaine.
Là où c'est intéressant, c'est que ces plans de relance qui avaient été votés par l'administration Biden, la plupart en fait, des États qui font utilisation de ces plans de relance se font dans les États républicains. Donc, il est peu probable que Trump remette en cause ces plans de relance. Première chose qui est intéressante. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que seulement 20% de l'enveloppe totale qui a été allouée justement à ces plans de relance n'a été consommée jusqu'à maintenant. Donc, il reste 80% de l'enveloppe et évidemment, ça va être un moteur pour les entreprises et notamment pour l'industrie américaine. Si on continue, slide suivante, je vais peut-être passer l'Europe et aller directement à la micro. Slide suivante. Et voir un peu les implications sur les marchés. Alors, c'est assez intéressant, c'est le graphique en haut à gauche, c'est les anticipations de croissance des bénéfices à 12 mois. Et on voit effectivement qu'il y a une vraie disparité aujourd'hui entre les États-Unis, où la croissance des résultats est quand même relativement robuste, puisqu'on anticipe une croissance des résultats de plus de 14% en 2025 par rapport à 2024. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a quand même un effet de base, puisqu'en 2024, déjà, les résultats étaient quand même relativement robustes aux États-Unis. Donc, on part déjà d'un niveau qui est relativement haut. Et à contrario, en Europe, où les anticipations de croissance des bénéfices est quand même relativement faible par rapport aux États-Unis, puisqu'on anticipe une croissance des bénéfices de seulement 7% par rapport à 2024, où là, déjà en 2024, la croissance des bénéfices était quand même assez faible. Donc voilà, la conséquence de ça, évidemment, c'est qu'on a d'une part, graphique de droite, le marché américain qui est quand même très cher aujourd'hui, puisque c'est un marché qui se traite à 22 fois les profits. Là où le marché européen se traite beaucoup moins cher, puisque c'est un marché qui se traite à peu près à son niveau historique, c'est à 14 fois les profits. Alors, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour les États-Unis, parce qu'en fait, c'est un marché aujourd'hui qui est très concentré. Et en fait, si on prend un S&P et que vous pondérez ou qu'on retire les 7 fantastiques, on a un ratio qui passe de 22 fois les profits à seulement 18 fois les profits. Et là, effectivement, on se rapproche de la moyenne historique qui est à 16 fois les profits. Donc oui, le marché américain est cher, mais en fait, c'est surtout quelques valeurs qui ont tiré la cote et qui tirent en fait la concentration des indices. D'ailleurs, on le voit assez bien slide suivante, où on voit aujourd'hui que les 10 plus grosses valeurs du S&P représentent aujourd'hui plus de 40% de la capitale boursière totale du S&P. Pour rappel, dans le S&P, c'est S&P 500, donc il y a 500 valeurs. Ça veut dire qu'en fait, les 490 autres valeurs ne représentent que 60% de la capitale boursière totale du S&P. Nos discours ici, c'est de dire en fait qu'on reste positif sur les marchés américains. En revanche, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de sélectivité dans les choix d'allocation, au regard de la concentration des indices et au regard aussi de la cherté du marché américain. On peut passer slide suivante. Donc oui, là, c'était un peu pour enfoncer les portes ouvertes, c'était pour montrer que même en termes de performance, le marché américain a été quand même, et les marchés mondiaux de manière générale, ont été quand même très tirés par un petit nombre de valeurs. Et on peut commencer d'ailleurs à voir un certain nombre de rotations. On voit typiquement Nvidia qui a fait 169% de performance en 2024, a déjà corrigé entre 20 et 25% depuis le début de l'année. Alors, il y a effectivement la problématique DeepSeek, qui a eu un impact en fait sur le secteur, le sous-secteur des semi-conducteurs aux États-Unis et même dans le monde. Mais ça montre aussi que la moindre nouvelle peut avoir un impact significatif à la baisse sur des valeurs qui sont hautement valorisées. Donc, il faut juste faire attention en termes de sélection de valeurs qu'on peut mettre en portefeuille. Slide suivante. Et alors là, c'est peut-être un peu plus à moyen terme, mais c'est quand même assez intéressant, c'est de voir en fait la collecte qu'on a eue sur ce qu'on appelle les money market funds. Donc les money market funds, c'est quoi? Ce sont ces fameux fonds monétaires qui distribuent en fait le rendement du monétaire. Donc typiquement, avec la hausse des rendements qu'on a observé en 2022, forcément, ces money market funds qui distribuaient historiquement du 0% ou du 1% ont distribué au plus haut, aux États-Unis du 5,5% et en Europe du 4%. Avec la baisse des taux qui aujourd'hui est en train de se mettre en place, donc sans doute un peu moins rapidement aux États-Unis, regard de la résilience de l'inflation, mais en Europe se fait quand même sans doute un peu plus rapidement que ce qu'on avait anticipé au départ, puisque on parlait en Europe avoir des taux aux alentours des 2% à horizon 2026. Maintenant, on parle d'avoir des taux à 1,5% à fin 2025. Donc, on voit effectivement que le rythme de baisse des taux va être beaucoup plus rapide en Europe et on va aller voir beaucoup plus loin. Forcément, ça va entraîner une baisse des rendements justement des fameux money market funds. Et donc, du coup, pour un investisseur qui a aujourd'hui son argent dans ces money market funds, si ces money market funds ne distribuent pas un rendement qui soit suffisamment intéressant, les investisseurs vont réallouer cet argent autrement.
Et typiquement, pour une entreprise, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a soit en rendant l'argent aux actionnaires via les paiements de dividendes, soit en faisant du rachat d'actions, ou soit, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure, en faisant des opérations de fusion-acquisition. Et ça, en général, ça a tendance à porter les marchés actions. Et ça va être un moteur à moyen terme, alors plus à court terme sans doute pour l'Europe, et plus à moyen terme pour les États-Unis. Donc, si je récapitule, et après, je laisserai la main à Audrey qui complétera sans doute mon propos par la suite, mais slide suivante, c'est de dire, sur les États-Unis, il faut retenir trois choses. C'est un, évidemment, la volatilité. Les investisseurs sont très sensibles et vont rester en fait suspendus aux décisions qui vont être prises par l'administration Trump. Et donc, d'où la nécessité de faire de plus en plus de sélectivité, meilleure sélection de valeur, justement, pour faire attention justement au niveau de valorisation au regard de la cherté du marché américain et surtout être très agile dans ses portefeuilles. Il ne faut pas oublier que le dollar va rester un actif clé en 2025 au regard justement de l'activité économique aux États-Unis et justement aussi porté par les niveaux de taux aux États-Unis en relatif par rapport à l'Europe. Les marchés européens, j'en ai assez peu parlé, mais c'est vrai qu'ils affichent une décote historique puisque c'est un marché qui se traite à 14 fois les profits, là où le marché américain se traite à 22 fois les profits. Mais l'économie européenne reste quand même hautement pénalisée, par une énergie qui est structurellement coûteuse, puisque l'Europe importe son énergie historiquement de la Russie, mais plus de la Russie pour les raisons qu'on connaît, donc maintenant des États-Unis. Et surtout, il y a des tensions géopolitiques qui restent persistantes. Donc, nous, l'idée aujourd'hui sur l'Europe, c'est qu'il peut y avoir effectivement des bonnes surprises, puisque l'environnement n'est pas forcément propice à l'Europe, donc on peut avoir des bonnes surprises, notamment des élections qui se passent bien en février en Allemagne avec un plan de relance qui peut être voté par la suite, et évidemment une banque centrale qui peut être un moteur supplémentaire pour l'économie européenne. Et on va plutôt privilégier les valeurs qui sont exportatrices et surtout sensibles au dollar, au regard justement de la force du dollar. Et enfin, la Chine, j'en ai assez peu parlé, c'est un marché quand même qui est très décoté, puisqu'on sort de 3 à 4 années de performance négative sur le marché chinois. C'est un marché qui se traite à 10 fois les profits, là où la moyenne historique en Chine est à 16 fois les profits. Donc, une vraie décote. Et on peut attendre un stimulus fiscal de grande ampleur en Chine, justement pour stimuler la consommation qui est très en retard, puisque la Chine aujourd'hui profite d'un excès d'épargne qui est quand même assez colossal, mais le consommateur ne consomme toujours pas au regard justement du manque de confiance du fait d'un marché immobilier qui s'est cassé la figure en Chine et surtout de marchés boursiers qui ont également fortement baissé. Et on peut avoir effectivement un rebond assez massif en Chine si le plan de relance qui va être mis en place, stimulant justement, d'un point de vue fiscal, stimulant la consommation, est à la hauteur de ce que peuvent anticiper les investisseurs. Donc, on pense aujourd'hui qu'il est intéressant de prendre position sur la Chine, justement, pour profiter, parce que le market timing va être difficile à définir, pour profiter de ce rebond potentiel. Audrey, je te laisse la main. C'est à moi. OK. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Audrey Poli, je représente la société JP Morgan Asset Management. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Je vais compléter ce que Armand a précisé. Enfin, il y a beaucoup de choses en partage de nos vues, bien sûr. Je vous ai j'ai mis quelques graphiques pour accompagner mes propos. Donc, on va peut-être aller directement sur cette partie. Donc, si on regarde, et encore une fois, c'est vraiment, je complète parce que je partage ce que dit Armand. Si on regarde les chiffres de croissance de l'économie mondiale qu'on a en 2024 et attendu en 2025, ce qu'on constate, c'est que l'exceptionnalisme américain devrait se poursuivre pour 2025. Si on se repositionne un an en arrière, on attendait, enfin, le marché était dans l'attente soit d'une récession aux États-Unis, soit de cet fameux atterrissage en douceur de l'économie américaine. Et finalement, qu'est-ce qu'on a constaté? Ça ne s'est pas du tout produit. Au contraire, encore une fois, les États-Unis nous ont étonnés par leur solidité. Et c'est vraiment, encore une fois, les États-Unis qui dominent, là où malheureusement, l'Europe est à la peine. On vous met un indicateur sur la droite. Alors, j'aime beaucoup cet indicateur parce qu'il est très simple à comprendre, il est très attendu par les marchés, ça s'appelle l'indicateur des directeurs d'achat, les PMI. Vous avez donc ces lignes, hein, vous voyez, cet indicateur est normé au niveau de 50 et c'est un indicateur qui marche très bien, qui est un indicateur avancé. Si vous êtes au-dessus de 50, ça veut dire que
on attend une croissance de l'économie mondiale. Si au contraire, c'est en dessous, on attend une contraction. Vous avez ici le composite qui comprend la partie manufacturière et la partie service. Et qu'est-ce que vous voyez, bien entendu, c'est que sur la zone euro, au Royaume-Uni, on est sur les 50, voire en dessous. Aux États-Unis, on est largement au-dessus des 50. Donc, on attend encore une fois cette croissance aux États-Unis. Et on voit sur le graphique après, je vous l'ai mis pour vous le présenter d'une autre manière, cet indicateur. J'essaye de vous initier à quelques chiffres, hein. Mais je l'ai très visuel, je l'aime beaucoup et il marche très bien. Donc là, on a regardé que la partie manufacturière. Là, vous avez un code couleur, hein, c'est toujours normé à 50, mais vous voyez que d'ailleurs, ça marche bien parce qu'en 2020, vous avez une grande ligne rouge. Toutes les zones sont, voilà, à l'exception de la Chine, en récession. Et on voit les derniers indicateurs complètement à droite, ceux de janvier. Ce que vous voyez malheureusement, c'est très rouge vers le haut. C'est orangé au milieu avec du vert vers le bas. C'est que malheureusement, l'Europe ne va pas bien et est à la peine, et notamment son industrie manufacturière, et notamment les deux moteurs de l'Europe ne vont pas bien. Bien sûr, la France et bien sûr l'Allemagne. L'Allemagne qui aujourd'hui, bien sûr, est pénalisée puisque ce n'est un pays qui est très sur les industries manufacturières, qui, à cause de la remontée du prix des matières premières, s'est retrouvée dans une situation compliquée. Quand bien même aujourd'hui les prix ont baissé, on ne paiera plus jamais les matières premières le même prix qu'avec la Russie comme partenaire. L'Allemagne aujourd'hui paye 4 fois plus cher son gaz et son pétrole. Donc c'est vrai que ça pénalise cette industrie. Et puis je vous rappelle quand même que l'Europe a cette capacité à se créer elle-même des problèmes. On a subventionné l'achat de véhicules électriques qui ont bénéficié aux véhicules chinois, bien sûr. Pendant ce temps, nous, on fait des beaux véhicules thermiques avec des beaux moteurs, mais qui ne sont pas du tout adaptés, des technologies qui ne sont pas non plus à la pointe. Donc, c'est vrai qu'on a en Europe cette capacité à se mettre des règles et des réglementations qui nous pénalisent nous-mêmes. Et on est complètement en retard sur tout, que ce soit sur les véhicules électriques, que ce soit sur la tech. Enfin, c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est pas rassurant et on espère que l'Europe va un petit peu se redresser et essayer de se concerter pour évoluer et avoir un petit peu plus d'investissement sur ces secteurs qui sont clés aujourd'hui, et vous l'avez bien vu. Donc c'est vrai que l'environnement est plutôt morose sur cette partie du globe, et on est toujours au milieu des conflits. Donc on est encore une fois les grands perdants de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je reviendrai après un petit peu sur la Chine et sur le reste du monde. Donc une économie européenne malheureusement qui va pas bien, et un contexte politique que vous voyez tous les jours dans la presse. Je ne citerai pas et je ne ferai pas de commentaires. Si on regarde sur le graphique d'après, il y a quand même une bonne nouvelle, hein, pour tout le monde, et y compris les Européens. Là aussi, un graphique qui est très simple à lire, cherchez pas à regarder les petits chiffres, c'est les chiffres d'inflation. Les couleurs, encore une fois, pour vous aiguiller. Si rouge, quand c'est rouge, c'est qu'on est au-dessus des objectifs des banques centrales. Quand c'est bleu, c'est qu'on est en dessous. Quand c'est blanc, c'est qu'on s'en rapproche. Vous voyez qu'on passe du rouge vers des couleurs beaucoup plus claires et vers du bleu. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation est à peu près maîtrisée. Armand l'a précisé, on est un petit peu au-dessus aux États-Unis, on est encore un petit peu au-dessus aussi selon les pays en Europe, mais ça permet aux banques centrales aujourd'hui d'avoir des politiques monétaires qui sont plus accommodantes. On baisse des taux, et quand on baisse les taux, vous savez ce que ça fait, c'est fait pour relancer l'économie, favoriser l'investissement, favoriser l'immobilier et la consommation. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça peut redonner de l'oxygène, notamment à l'Europe, et permettre à l'Europe de se relancer. Donc ça, c'est un facteur qui est important. Si on avait de l'inflation plus une économie à la peine en Europe, on aurait vraiment là plutôt des perspectives très négatives. Si on regarde d'ailleurs sur le graphique qui suit, vous avez les perspectives de politique monétaire dans les différents globes. Donc la ligne 0, hein, c'est actuellement, et on voit les perspectives plus 1, plus 2, plus 3, c'est les années, hein. Donc comme vous le savez, la BCE, et Armand l'a précisé, baisse ses taux, a continué à baisser ses taux la semaine dernière, donc ça c'est plutôt positif. On pense que les taux vont tendre vers 1,75 d'ici la fin de l'année. Donc on reviendra sur des taux, ce qu'on appelle neutres, c'est-à-dire qu'ils ne pénalisent pas l'économie, mais ils n'ont plus pas de surchauffe. Donc c'est plutôt normalement plus facile pour les entreprises d'investir, mais pour nous en tant qu'investisseurs, de faire des emprunts. Et donc aussi de retirer tous ces investissements sur les fonds monétaires, comme l'a précisé Armand aussi, qui ne nous ont pas aidés, nous, en tant que société de gestion. D'ailleurs, je donne un petit chiffre, mais chez JP Morgan, nos fonds monétaires ont collecté 100 milliards de dollars net au niveau mondial. Donc, il y a vraiment eu un afflux de liquidités par là. Sur la Fed, là aussi, on partage la vue
de Armand chez Fidelity, on avait des perspectives de baisse de taux multiples aux États-Unis. L'arrivée de Trump, qui devrait créer des tensions inflationnistes, fait qu'on devrait voir 1 à 2 baisses uniquement de la part de la Fed. Donc, l'inflation va rester la donnée clé cette année dans les perspectives et il faudra suivre ça de près. Quelques petits mots pour vraiment compléter ce que dit Armand sur le graphique d'après, juste pour vous expliquer pourquoi les États-Unis vont bien. Ils vont bien parce que les Américains ont le moral, hein. Ils sont en forme, ils consomment. Je vous rappelle quand même que la consommation des ménages américains, c'est plus de 60% du PIB. Donc, quand ça va bien et qu'en plus ils consomment, c'est vrai que ils ont cette capacité, hein. C'est vrai qu'ils ont plusieurs cartes, ils empruntent beaucoup, mais ils sont encore plutôt avec un patrimoine qui se maintient bien. Nous, on suit très bien de près les d'autres défauts qu'on peut avoir dans les crédits bancaires, hein. Ça, c'est vraiment important. On est une des plus grosses banques aux États-Unis, donc on a une vision assez intéressante. Donc ça, c'est vraiment clé. Et puis, c'est malheureux, mais c'est vrai, c'est que les plus riches sont ceux qui consomment le plus. Et comme ils vont très bien et qu'ils sont très riches, ils continuent à consommer. Bon, ça, c'est malheureusement le cas dans de nombreux pays. Donc, l'Américain va continuer à consommer. On les voit à Paris. Ils sont là, ils étaient là pendant les JO, ils ont un pouvoir d'achat exceptionnel. Si vous allez aux États-Unis, ils ont le moral. Moi, je suis allée à New York l'année dernière, c'est impressionnant à quel point ils vont bien. Vous avez d'ailleurs le PDG de LVMH qui l'a dit également. Il y a vraiment un état d'esprit qui est très différent et c'est ça qui tire la croissance américaine. Vous ajoutez tout ce que Armand a dit sur le programme de Trump, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, les États-Unis, on va continuer à avoir cette croissance poussée par la consommation, mais également par l'investissement. Je ne sais plus si j'ai mis le graphique d'après, je ne suis pas sûre, mais vous avez en tout cas des baisses d'impôts pour les entreprises américaines, ce qui est excessivement bon. Vous avez aussi des entreprises qui sont beaucoup moins intermédiées par les banques. C'est important de le préciser. On a des taux très élevés aux États-Unis, mais le marché américain est moins intermédié par les banques que le marché français ou européen. Donc, ils sont moins pénalisés avec des taux élevés. Ils ont accès au marché plus facilement et au financement. Bien sûr, on a ces histoires de tarifs douaniers qui seraient pénalisants pour tout le monde, ne nous mentons pas. On vous a remis quelques graphiques pour vous montrer les principaux impacts qu'on peut avoir selon les zones, hein. Vous voyez que la part de la Chine, d'ailleurs, dans les importations américaines, a beaucoup baissé. Bon, si on retraite après, hein, la Chine a juste changé ses chaînes d'approvisionnement. Donc maintenant, elle arrive aux États-Unis par le Mexique notamment ou par le Vietnam. Donc c'est toujours un petit peu drôle, mais en tout cas, c'est le cas. Ces tarifs, il faudra les suivre parce que bien sûr, c'est quelque chose d'assez pénalisant. Mais la baisse des impôts, bien sûr, ça va stimuler les entreprises américaines, plus la baisse des impôts pour les ménages. Donc tous ces éléments qui vont rester favorables aux États-Unis. Si on va rapidement sur le graphique qui est après. Alors voilà, là c'est la partie. Alors je suis désolée, il y a beaucoup d'éléments à regarder, mais juste le message, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un niveau de chômage assez bas en Europe, hein. On n'est pas aux États-Unis, bien sûr. On a un salaire qui augmente plus fort que l'inflation, mais malheureusement, on ne consomme pas, on épargne. Les Français, les Européens thésaurisent. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a des bons rendements sur les taux d'épargne. Et puis, bien sûr, l'environnement est morose. On n'a pas spécialement aujourd'hui envie d'aller consommer fortement. On n'a pas spécialement envie, quand on est entrepreneur, d'investir sur un marché où on ne voit pas clair sur la loi de finances, on ne voit pas clair sur l'État, on ne voit pas clair sur tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on a des signaux qui sont assez négatifs. Pourtant, un consommateur qui voit son pouvoir d'achat augmenter avec une inflation qui baisse et, je voulais expliquer, des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation. Slide suivant. Si on change de zone, la Chine, donc la Chine qui, pour ceux qui ne suivent peut-être pas de près cette zone, hein, un pays qui se retrouve dans une situation compliquée à cause de son marché de l'immobilier. Vous voyez les prix de l'immobilier en Chine qui sont sur le graphique de droite. On a eu une forte baisse des prix de l'immobilier, on a une crise là-bas et le chinois est un peu comme l'européen, comme le français, dans son patrimoine immobilier représente plus de 60%. Donc si le prix baisse, vous vous doutez bien que ça l'impacte. Et si on avait une crise de l'immobilier en France, je pense que vous serez tous très, très, très impactés et on aurait du mal à se projeter avec un bien qui a perdu plus de la moitié de sa valeur. Donc, c'est tout ce que essaye de faire le gouvernement chinois aujourd'hui, c'est de relancer et de maintenir et de rééquilibrer ce prix de l'immobilier. Vous avez à gauche la confiance des médias chinois que vous voyez qui est au plus bas.
La bonne nouvelle, c'est qu'on a un gouvernement qui veut agir, qui commence à annoncer un certain nombre de plans de relance. Ils l'ont annoncé en septembre. On a eu un fort rebond des marchés. Aujourd'hui, le marché attend plus, mais on sent que la Chine veut réagir. Si la Chine réussit à recréer cette confiance des ménages chinois, vous avez une manne d'épargne colossale, hein. Les Chinois ont épargné à cause de la pandémie. Ils n'ont pas consommé depuis. Donc, ils sont toujours un petit peu dans l'attente. Si demain, ils se remettent à consommer, ce sera un signal très fort puisqu'on verra forcément, je pense, le PIB rebondir. Donc, on peut avoir une surprise, un réveil de la Chine en 2025. En tout cas, on l'attend de très près. Vous avez des marchés très accessibles, peu chers. Donc, aujourd'hui, ça peut être un endroit intéressant. Si vous avez du temps devant vous, vous pouvez vous positionner puisqu'on a quand même des très belles entreprises. Vous avez vu DeepSeek, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des belles boîtes dans la tech et dans notamment tout ce qui est véhicules électriques et transition énergétique. Graphique suivant. On a remis, je vous ai remis voilà, quelques éléments sur la Chine, hein. La Chine, les États-Unis, c'est une guerre ouverte, vous le savez, mais la Chine, elle a beaucoup de fournisseurs, de débouchés pour ses exportations derrière, notamment l'Europe, hein. Donc, il n'y a pas de sujet. La Chine continue à être un pays qui est exportateur et qui exporte des biens à haute valeur ajoutée, notamment dans tout ce qui est énergie renouvelable, dans les batteries, dans les véhicules électriques. Donc, on n'est pas trop inquiet sur cette partie-là. Ensuite, je me souviens plus ce que je vous ai mis. Donc, en conclusion sur la partie macro, hein, vous voyez donc une économie mondiale qui reste dans les mêmes niveaux qu'en 2024, mais des écarts entre les zones de plus en plus importants, avec toujours ces États-Unis en tête, l'Europe à la peine et la Chine qui, on l'espère, pourra peut-être se réveiller. Vous avez ici les valorisations. Je vais pas revenir sur le sujet parce que Herman vous l'a très bien expliqué. Bien sûr que les États-Unis sont chers. Quand on retraite des 7 magnifiques, on revient sur des moyennes historiques. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est cher, mais vous êtes payé pour des entreprises de très bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Et ça fait 1 an et demi que j'entends les marchés actions sont chers, les marchés actions sont chers. Ça fait 1 an et demi que les marchés actions américains battent des records. Donc, à un moment donné, il faut se positionner sur des actions. Les fonds monétaires, les fonds euros vont commencer à voir leur taux baisser. Il faut aller vers des actifs plus risqués, plus rémunérateurs. L'écart avec l'Europe est très important. Donc, c'est vrai que c'est bon marché, c'est ce que vous voyez sur le graphique. On n'a jamais eu autant d'écart par rapport à l'Europe. Donc, on ne peut pas oublier l'Europe. On est un peu moins positif, mais en tout cas, il faut commencer à en remettre un petit peu et patienter. Il y a des belles entreprises et c'est à nous, en tant que gérants, de vous proposer des produits dans lesquels on va choisir les entreprises qui seront gagnantes de l'environnement actuel et de la politique, notamment de Trump. Le graphique d'après, juste quelques éléments, là aussi, ça a été évoqué. Les croissances bénéficiaires, quand vous achetez une entreprise en bourse, c'est parce qu'elle génère des bénéfices. C'est tout simple, mais c'est ce qu'il faut regarder. Donc, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'on a encore une croissance bénéficiaire attendue à 14%. Donc, vous avez des bénéfices attendus, il n'y a pas de raison de ne pas investir. En ce moment, on est dans la période de publication des résultats. Et voilà, il y a des super bons résultats aux États-Unis, et notamment d'ailleurs sur toute la partie banque. JP Morgan a publié il y a 2 semaines et avec des résultats records. Donc, vraiment encore plein de choses à faire aux États-Unis en dehors des 7 magnifiques, hein. Il n'y a pas que les 7 magnifiques sur le marché américain. Au contraire, on pense que les 493 autres valeurs devraient jouer plus cette année. Ensuite, je crois que j'ai un petit mot. Donc, j'aime beaucoup ce graphique, juste pour vous rappeler une chose, et c'est l'enseignement de 2024. Vous avez ici les performances du marché action au niveau mondial depuis 2017 à aujourd'hui. En haut, vous avez les meilleures performances, les meilleurs performeurs chaque année, en bas, les moins bons. Qu'est-ce que vous voyez qui revient tout le temps? C'est du gris. C'est quoi? C'est les États-Unis. L'écart de performance entre les États-Unis et l'Europe, c'est du simple au double. Je sais qu'on a un biais, bien sûr, zone géographique. La référence du français, c'est le CAC 40. Mais si on doit retenir un truc en 2024, c'est que le CAC 40, il baisse et que le reste de la cote, on monte. Et toujours ces États-Unis qui sont en tête. Donc, il faut mettre plus d'États-Unis dans les portefeuilles. On en est convaincu. Bien sûr, il faut avoir ce biais domestique qui est important. Mais il faut rééquilibrer les portefeuilles et avoir des choses vraiment diversifiées par zone géographique
et ne pas hésiter à mettre plus d'États-Unis puisque c'est plus résilient, c'est plus performant et c'est moins volatile. Je crois que j'ai mis quelques petits éléments, mais je ne vais pas rentrer dans le détail sur le marché obligataire. Donc, il reste toujours ce marché qui est intéressant puisqu'on a des taux qui sont élevés. Vous avez ici les taux pour chaque type de classe d'actifs, les emprunts d'État, obligations de grande qualité investment grade, high yield, donc les entreprises de moins bonne qualité, et enfin les marchés émergents. Donc, on a encore des beaux rendements à capter sur cette partie-là. Elle est plutôt vers des gérants qui sont capables de gérer la duration, puisqu'on a des mouvements de taux qui sont assez forts. Mais on est optimiste notamment sur la partie Europe, puisque les taux vont baisser, donc ça fait augmenter le prix des obligations. Et puis voilà, pour finir, le graphique qu'on aime beaucoup, qu'on met dans notre guide des marchés, que vous retrouvez sur notre site. Vous rappelez, voilà, là, c'est la diversification avec toutes les classes d'actifs. Il ne faut pas chercher les meilleurs performeurs dans l'année, aller investir un peu partout de manière proportionnée, des actions, des obligations. Ça peut ne pas marcher. 2022 est un exemple qui est compliqué pour tout le monde. Les actions n'ont pas marché, les obligations n'ont pas marché. Mais en moyenne, voilà, avoir quelque chose d'équilibré, être discipliné, ne pas chercher les meilleurs performeurs, être équilibré, ça permet de bien passer les crises et d'avoir quelque chose de performant dans la durée. C'est un peu le résumé de mon graphique ici et je pense que c'est important de rester, voilà, de garder la tête froide et de ne pas céder à la panique. On va avoir une année rock and roll avec Trump. Il faut s'accrocher, mais c'est plein d'opportunités pour nous sur les marchés et avoir accès à des entreprises qui aujourd'hui sont peut-être trop chères, mais sur lesquelles on va pouvoir se positionner. Donc, laissez-nous faire le timing, investissez sur longue période et puis ça devrait bien se passer. Sébastien, Bonjour à tous. Oui, je prends le relais, Jean-Marc. Merci Audrey, merci Armand. Donc, je suis Sébastien Texoris, je représente le groupe Amundi, société de gestion française. L'idée, là, ce matin, c'était de vous compléter ces belles analyses qu'ont fait précédemment Audrey et Armand sur la slide que je vais vous présenter avec 3 graphiques. Tout simplement, ce qu'on a fait, on a fait un retour en 2019 pour voir ce qui s'était passé lors du premier mandat de Trump. Et en fait, on s'aperçoit que sur le premier slide, effectivement, le dollar s'était apprécié, notamment face à la monnaie chinoise. C'est encore aujourd'hui le cas. Les taux de 10 ans, eux, avaient diminué. C'est sur le graphique de droite. Et enfin, le troisième graphique représente le S&P 500, qui est l'indice référence américain avec les 500 plus grandes capitalisations. Et cet indice avait quand même pas mal performé, sachant que, c'est pour ça que je vais faire un petit bémol, chaque fois que le Trump avançait sur les barrières tarifaires, le marché dévissait. Et pour compléter ce que tu as très bien dit, mes deux camarades, je pense que Trump a quand même un rapport de force aujourd'hui avec notamment la Chine par rapport aux importations. Les Chinois s'organisent déjà, ils sont prêts à faire partir leurs produits d'autres pays asiatiques pour contourner ces barrières tarifaires. On a vu aussi ensuite du côté du Canada qui avait été fortement touché par les augmentations de frais de douane, qui s'était prêt à refuser un gros deal avec Starlink, une société américaine gérée par Elon Musk. Donc de ce fait, il a quand même de la résistance, ce qui pourra un peu lui faire mettre un peu d'eau dans son vin et pas être le bulldozer qu'il souhaiterait sur le monde dans son entièreté. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Petit aussi exemple sur le secteur automobile américain. J'avais lu un article sur notamment les composants aluminium qui étaient produits au Mexique, qui étaient modifiés ensuite pour les carburateurs au Canada et qui revenaient aux États-Unis. Donc de ce fait, ça faisait beaucoup de frais de douane au passage. Et il le sait très bien, Donald Trump. Donc de ce fait, nous, on pense qu'il va quand même assouplir sa stratégie assez menaçante sur les barrières tarifaires. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer sur cette première slide. La deuxième slide que vous allez voir, en fait, c'est juste un récap sur le dollar qui est en hausse. Donc, je ne vais pas vous apprendre grand-chose par rapport aux 3 monnaies, notamment chinoise, canadienne et le peso mexicain. Et sur la dernière slide, j'avais fait un point de focus sur l'Europe. Effectivement, c'est
pas très optimiste. Il y a un champion en Europe, c'est l'Espagne. En fait, l'Espagne a été championne aussi sur le tourisme, qui a beaucoup apporté à leur PIB avec plus de 90 millions de touristes. Ils ont également augmenté sensiblement le SMIC espagnol depuis quelques mois, ce qui a permis aux Espagnols de consommer un peu plus. Il y a aussi le facteur énergie qu'avait très bien souligné Audrey. L'Espagne produit 50% de leur énergie grâce aux panneaux solaires. Et donc, ils sont numéro un en Europe, et ce qui leur permet d'avoir une énergie qui coûte 15% moins cher que les autres pays européens. Donc, de ce fait, c'est aussi pour eux un atout. Et le dernier point, c'est qu'ils consomment plus que nous, notamment Français, qui avons tendance à plus épargner. Les Espagnols consomment plus, et donc tout ça, c'est bénéfique à l'économie espagnole. Voilà, c'était ce que je voulais faire comme point sur l'Europe, sachant qu'effectivement, il faudra privilégier des entreprises qui ont beaucoup de relations et d'affaires avec les États-Unis, car ces entreprises-là auront des marges et des bénéfices qui augmenteront dans les mois qui viennent grâce à ces partenariats américaux et européens. Sachant qu'aussi pour l'Allemagne, dernier petit point, c'est pas terrible parce que niveau énergétique, ils sont pas bien du tout. Ça, Audrey l'a très bien dit. Et ne serait-ce également sur le marché automobile où, face à la concurrence chinoise, je ne sais pas si vous avez pu voir ces derniers mois, notamment BYD qui construit des voitures très belles, très compétitives et très fortes technologiquement, ce qui manque un peu aujourd'hui aux voitures allemandes. Ce qu'a très bien compris Elon Musk, c'est pour ça je pense qu'il y a eu un grand rapprochement avec Trump pour les élections, car il s'est dit qu'il fallait protéger son entreprise Tesla de ces très belles voitures qui arrivent sur le marché. Voilà pour moi, je vais paraître plus long parce que tout a été très bien dit avant moi, et je laisse la suite à Jean-Marc ou Céline qui reprend la main. Alors, Ah, c'est moi toujours. je vais juste intervenir, si tu le permets, Sébastien. Tout à fait. D'abord pour dire que Trump n'est pas forcément aussi fou ou dingue que ce qu'on peut entendre dans sa politique. Vous avez remarqué, il a promis quoi? Il a promis de la relocalisation. Donc ça, c'est des jobs pour les Américains. Il a promis la baisse de moitié de la facture énergétique. Ça, c'est bon pour les entreprises, mais c'est bon aussi pour le pouvoir d'achat américain. Et petite nouveauté quand même, c'est qu'après drill, il a dit debt, c'est-à-dire la dette. Et donc, il veut quand même s'attaquer fortement à la dette. On le voit avec les Men in Black, la bande d'Elon Musk. Mais on le voit aussi dans l'appréciation du dollar, parce que le risque inflationniste, il y a un moyen de le compenser aussi, qui est sous-jacent quand même aux États-Unis éventuellement avec une politique pareille, c'est de dire, si le dollar s'apprécie, on compense le pouvoir d'achat perdu par l'inflation. Donc je pense que le dollar et la parité du dollar, notamment avec la Chine, va être quelque chose de très important dans la nouvelle politique de Trump. Et puis les droits de douane, c'est vrai qu'on s'en plaint tous aussi, mais des droits de douane supplémentaires, c'est des recettes fiscales qui rentrent aussi. Donc c'est tout, j'allais dire, c'est presque un produit structuré de l'économie américaine qu'il est en train de nous monter, ou en tout cas essayer de nous monter pour compenser tout ça. Petite question, moi quand même, d'après ce que j'entends, c'est plutôt 50-60% de marché américain en pondération dans les allocations, 20-25% d'Europe, 10-15% de Chine, et puis le reste, un peu d'Inde ou des choses comme ça. Vous en pensez quoi? Ça vous choque ce que je viens de dire? On est alignés, Jean-Marc, je pense, tous les trois. Ouais. Tout à fait. On n'a pas entendu. Rarement d'accord. Ouais. Juste petit aparté, on a quand même la chance d'avoir en partenariat sur la macro à chaque séance, je le dis aujourd'hui, 3 des 8 plus gros asset managers mondiaux, parce que ne vous offusquez pas si j'ai oublié une place, mais je crois que Fidelity, vous devez être 3e, JP 5e et Amundi Cocorico 8e, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc Premier européen. on parle quand même de gens qui gèrent plusieurs milliers de milliards, sans forcément entrer dans le détail, mais autour de 4 000 pour vous, Armand? 4 000 milliards de dollars, je dis pas de bêtises. Un peu entre 5 et 6 000 milliards Wow. aux États-Unis et 900 et on va dire 1000 milliards en dehors des États-Unis. Audrey, fais-toi plaisir. Nous, on doit être à 3 500 milliards en tout. Et Sébastien? Et moi, pour conclure, 2240 milliards. Ah, c'est Arrêtez précis. hier. Ouais, tout à fait, parce qu'on a publié hier nos chiffres, et Cocorico, on est l'acteur qui essaye de rivaliser avec nos grandes maisons américaines. Et donc, on est effectivement 8e sur le rang mondial. Donc le choix aussi qui est assumé sur
sur les marchés mensuels. Donc, et la macro, c'est d'avoir des acteurs qui sont capables d'avoir une vision, un global de toutes les classes d'actifs et partout sur la planète, ce qui est plutôt enrichissant et très large quand on doit faire des allocations d'actifs. Merci. Je crois, Sébastien, que tu nous présentes ton fonds. Exactement, je vais co-animer Voilà. avec Yufeng normalement. Alors, Qui va pour nous ceux qui présenter. ne sont pas habitués à ce qu'on fait, juste un petit préambule, hein, un préliminaire. Nous avons bâti avec Evansboard une allocation d'actifs en tracker. Pourquoi le tracker? Parce que vous savez qu'on en parle de partout, que c'est pas cher, que ça peut rapporter gros, enfin tout ce qu'on entend. Et finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, je crois que vous l'avez quand même démontré, que se mettre sur un tracker MSCI World, hein, c'est-à-dire, et puis se laisser faire, bah, c'est largement corrélé au marché américain et largement corrélé à la tech, si je vous ai bien entendu. Et le but à chaque fois, il est de comparer une allocation d'actifs pure tracker avec des fonds qui vont apporter un alpha, c'est-à-dire qui vont apporter un plus, soit en termes de rendement, donc à la hausse, hein, soit en termes à la baisse, hein, qui vont baisser peut-être moins que les trackers et démontrer que même des gérants humains aujourd'hui sont capables de délivrer ce qu'on appelle de l'alpha, c'est-à-dire de la plus-value par rapport à un modèle mathématique. Donc, sans jeter les trackers à l'eau, puisque c'est une classe d'actifs et qu'elle s'utilise et qu'elle doit s'utiliser, c'est aussi remettre au devant de la scène des humains, si vous me permettez de le dire comme ça, c'est-à-dire des gérants qui sont capables, sur des durées longues, de battre les indices ou des allocations synthétiques. Sébastien, c'est à toi. Alors, je vais en introduction vous parler rapidement voilà, de notre fonds First Eagle Amundi International Fund. Deux choses importantes avant de laisser la parole à Yufeng. La première, c'est que c'est pas une gestion du groupe Amundi. En fait, c'est une pépite sur laquelle nous, on a seulement la distribution monde, hormis les États-Unis, où là, ils ont leur propre équipe de commerciaux. C'est un partenariat de longue durée depuis plus de 20 ans. Et la deuxième information importante, avant de laisser la parole à Yufeng, c'est que c'est une histoire de famille. C'est une famille à la base, à l'origine de cette société de gestion américaine, First Eagle, qui est basée à New York, qui date depuis 1864, la famille Arnold basée à Dresden, qui a émigré aux États-Unis dans les années 30 pour les raisons que l'on peut connaître. Et ensuite, Cocorico, c'est un Français, Jean-Marie Éveillard, qui a été aux commandes de ce fonds dans les années 80, pendant plus d'une trentaine d'années. Il a passé la main parce que là, il approche des 80 ans. Il est toujours actif, il passe toujours au bureau quasiment tous les jours. Et on a la chance d'avoir, parmi les 4 gérants maintenant qui gèrent la stratégie, un autre Français, Julien Albertini, qui assure encore le succès de ce fonds depuis la prise de ses fonctions il y a quelques années. Voilà, je m'arrête là parce que Yufeng va prendre la suite en dévoilant son bel outil. Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour tout le monde, Yufeng, CEO d'Investboard. Bon, peut-être 2 mots avant la présentation du fonds First Angle sur Investboard. Investboard, c'est une fintech française qui propose une solution technologique aux acteurs de la gestion de patrimoine. L'idée, c'est vous aider à trouver en quelques clics le meilleur fonds et construire une allocation extrêmement optimale dans l'environnement que vous travaillez, que ce soit dans un contrat assurance vie ou une catégorie de fonds que vous recherchez. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous libérer du temps, gagner de la pertinence de votre construction d'allocation afin que vous puissiez conquérir davantage de clients. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme Jean-Marc l'a présenté, c'est nous qui va vous présenter un peu l'analyse de fonds, y compris et ensuite voir, sélectionner un fonds, voir quel est l'intérêt de regarder ce fonds-là, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Et ensuite, en prenant ce fonds-là, le mettre dans un portefeuille composé comment dire, de trackers, de comparer avec des trackers, et voir quel est son impact à différents niveaux, que ce soit de niveau commercial, donc storytelling, ensuite niveau financier, est-ce qu'il est plus performant que le tracker, et enfin côté quelque part également financier pour vous, c'est-à-dire quel est son niveau de frais comparé au tracker, est-ce que il a un frais plus important tout en générant plus de performance. Voilà. Alors, Yufeng, si je peux me permettre d'intervenir à ce moment, c'est bien d'expliquer quand même à notre auditoire que la présentation des fonds qu'on fait là et qu'on fera à chaque fois ne sont pas une présentation au sens commercial,
mais bien une présentation au sens technique allocation d'actifs, c'est qu'on ne présentera pas de fonds qui ne sont pas capables de battre ce qu'on a bâti ensemble, c'est-à-dire notre allocation tracker, ce qui veut dire quand même que ça élimine énormément de fonds. Alors, en enveloppe assurance vie, parce que je pense que tout le monde le sait au minimum, hein, dans l'assurance vie, on est très contraint par l'assureur, mais vous aurez aussi des fonds qui ne seront pas hors enveloppe assurance vie, c'est-à-dire qui ne sont pas agréés par des assureurs, tout simplement parce que l'assureur ne les agrée pas dans sa politique commerciale ou que des asset managers ont refusé de rentrer dans la politique commerciale de l'assureur. Hein. Donc, l'exercice est vraiment un exercice brut, technique, sans être pernicieux au niveau commercial ou quoi que ce soit. Hein. C'est les fonds qui sont présentés là, et vous allez le voir techniquement, sont bien des fonds qui apportent quelque chose par rapport à des trackers. Il n'y aura pas de fonds Tout en à dessous de ça. fait. Voilà. Tout à Pardon fait, de le dire. Jean-Marc. Et puis, il y aura aussi d'autres fonds qui ne sont pas... Hein, la prochaine fois, ce sera Audrey de GP. Et puis, il y aura d'autres fonds, d'autres maisons qui ne sont pas nos partenaires macro. Voilà. C'est comme ça qu'on a voulu ce rendez-vous mensuel. Tout à fait, Professionnel. Jean-Marc. Tu as bien fait de souligner cette raison qui est d'ailleurs la raison essentielle du partenariat entre InvestBoard et Maracas, c'est que InvestBoard référence tous les fonds, que ce soit de trackers ou de fonds actifs. On n'en fait pas de différence. Sur la plateforme que le meilleur gagne. Donc, on fournit un outil qui vous permet de trouver vraiment les meilleurs fonds en termes de performance et d'autres aspects, les critères que vous souhaitez personnaliser. Ça peut être éligibilité par rapport au contrat assurance vie, PER, PEA ou non. Voilà. Donc, avant de présenter le fonds First Angle sur notre outil, je voudrais d'abord revenir sur la définition de fonds allocation auquel que fonds First Angle fait partie. Donc, c'est quoi le fonds allocation? Le fonds allocation, il a plusieurs noms. Il y en a qui les appellent les fonds flexibles, d'autres global macro, balanced, on est chez les Anglais. Bon, en gros, ce sont des fonds qui déploient une stratégie de diversification qui consiste elle-même à trouver un profil de risque équilibré entre principalement la classe d'actifs d'actions et la classe d'actifs des obligations. Voilà. Le premier étant souvent utilisé comme un moteur de performance à long terme. Comme vous connaissez, le marché action à long terme génère un rendement intéressant et peut-être le plus important. Ensuite, le deuxième, les obligations, est là pour jouer le rôle de diversification ou l'amortisseur de risque plus rémunérateur dans la plupart du temps que le cash, que le monétaire. Voilà. Donc, une fois on définit le gros cadre de fonds allocation, on peut essayer de comprendre. Il y a deux types de fonds d'allocation. Il y a le premier type d'allocation, ce sont des allocations dont l'investissement est piloté par des visions macro. Voilà. Donc, en général, le gérant, en fonction des analyses macroéconomiques et géopolitiques, va dire que je vais investir dans une telle zone géographique et il ne fait pas de stop picking. Donc, en fait, il va dire, moi, je vais investir sur le marché action, S&P 500, je vais à travers des trackers, à travers des futurs, de produits dérivés, sur CAC 40, ça peut être sur le marché Hang Seng chinois, ou des obligations de taux allemand 10 ans ou de taux 15 ans américain. Donc, en fait, il ne fait pas de stop picking, il fait essentiellement de pilotage macroéconomique pour essayer d'extraire de valeur de différents marchés corps financiers dans le monde. Ensuite, on a deuxième type de fonds d'allocation. Ce sont le contraire, ce sont des pickers, de stop pickers, qui, eux, vont essayer de choisir le meilleur valeur, que ce soit dans les actions et dans les obligations. Donc, typiquement, il y a des fonds qui vont dire, moi, je vais investir dans Nvidia, côté action, un exemple. Hein. Et l'autre côté, en France, il y a une nouvelle émission, France 10-15 ans. Je trouve que c'est une excellente opportunité. Donc, je vais prendre une position sur cette émission-là. Donc, voilà. Ça, vraiment, ça, ce sont des stop picking. En général, l'allocation entre les différentes classes d'actifs en termes de poids, c'est assez stable. C'est au sein de ce poids, ce risque budget, comment dire, alloué, ils vont essayer en faire la différence à travers le stop picking. Voilà. Donc,
Si on regarde en bas, là, je ne sais pas si le slide a été mis, mais si on compare en gros sur le long terme depuis 30 ans, en termes de profil de risque, le fonds à allocation, c'est assez intéressant parce qu'en général, ils arrivent à générer entre moitié ou deux tiers de performance marché action, tout en réduisant la volatilité par moitié et la perte maximum également du même niveau. Voilà. Sauf dans des phases très exceptionnelles, ce sont des phases de crise d'inflation, voilà, inflationniste. Pourquoi? Parce que en général, bah justement, je disais, c'est que tout à l'heure, on avait expliqué, le fonds allocation, bah en fait, eux, ils essaient de diversifier le risque, amortir le risque à travers les obligations. Et ce qu'on a vécu dans les 20 ans passés, ce sont des phases de désinflation. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont des phases où, quand l'action monte, bah, c'est parce que l'inflation baisse, grosso modo, hein, il y a d'autres raisons, mais d'un point de vue macroéconomique, c'est l'inflation baisse, ce qui rend le coût de capital beaucoup moins cher. Donc, ça encourage la liquidité, ça encourage l'investissement sur le marché action. Et quand l'inflation baisse, le taux baisse, ben le prix des obligations étant une fonction inverse de taux, ben en fait, le taux baisse également. Et donc, globalement, on a une classe d'actifs de diversification qui ne coûte rien, mais qui apporte plus dans le temps. Et en plus, lorsqu'il y a une crise type 2008, type 2000, ce sont des crises désinflationnistes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on sait que l'économie va à la cave, la consommation comment dire, va décroître. Donc, naturellement, il n'y aura pas d'inflation. Il y aura, au contraire, il faut distinguer la désinflation et déflation. Donc, on a vécu une phase de déflation, c'est-à-dire l'inflation va en dessous des zéros. Et à ce moment-là, on a sur le marché un phénomène qui s'appelle flight to quality parce qu'on sait que les banques centrales vont baisser le taux, vont employer le quantitative easing, ce qui vont faire baisser considérablement le taux, donc faire augmenter le prix des obligations. Donc, en fait, les gens sortent du marché action. Donc là, il y a des risques parce qu'il y a la récession pour acheter les obligations. Donc, les obligations sur les 30 dernières années, c'était une classe d'actifs de diversification qui génère du rendement stable dans le temps, en plus qui protège votre capital en cas de crise. Voilà. Mais ça, c'est en général. Mais quand il y a une inflation, c'est exactement l'inverse. Quand il y a une inflation qui sort, c'est le taux qui va monter. Quand le taux monte, bah, le prix des obligations baisse. Et là, le marché action baisse également. C'est pour ça, dans des phases comme ça, le fonds allocation, ils ont un peu plus de mal parce que l'effet diversification qui joue, c'est-à-dire une décorrélation, voire une corrélation négative entre marché action et marché à obligation, n'est plus le cas. Ce qui s'est passé, on a vu en 2020-2021, cette phase-là, où on est passé d'une corrélation négative entre les obligations souveraines, donc d'État américaines, Europe, une corrélation négative globalement. Soudain, voilà, vous avez vu sur le graphique, un saut qui passe du niveau du terrain négatif, du territoire négatif au niveau positif. C'est ce moment-là, justement, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées sur est-ce qu'on peut continuer à utiliser le fonds d'allocation comme un type de stratégie de diversification? Est-ce qu'on devrait continuer à investir sur le fonds allocation? Bah, pour répondre à cette question, il faut avoir 3 points, répondre à 3 points. C'est ce que Sébastien, Armand et Audrey tout à l'heure ont apporté une partie de réponse. La première chose, il faut savoir quel est le potentiel du marché action. Voilà. Le marché action, bah, c'est-à-dire quand j'investis, est-ce que le marché action est cher ou pas cher? Est-ce qu'il est risqué ou il n'est pas risqué? S'il n'est pas risqué, évidemment, il n'y a pas forcément l'intérêt de diversifier. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où le marché action, en tout cas US, est extrêmement cher. Voilà. Donc le risque potentiel, il est là. Peut-être que ça ne va pas s'avérer demain, mais avec le Trump, on peut avoir des catalyseurs parce qu'il est imprévisible. Deuxième chose, c'est perspective d'inflation. La perspective d'inflation, encore une fois, aujourd'hui, on a un risque c'est pas un risque,
on n'a pas vraiment risque de crise d'inflation. Je m'explique pourquoi. Parce que la crise d'inflation qu'on a vécue en 2020-2021, parce qu'on a vécu un choc d'offres. Ces chocs d'offres étaient dus quoi? Étaient dus à la guerre en Ukraine, donc qui a coupé un peu, entre guillemets, la source d'énergie pour l'Europe ou pour le reste du monde. Donc le prix pétrolier a monté de manière considérable et on n'avait pas d'alternative tout de suite. Donc à ce moment-là, il y a une panique. Il y a une panique sur le prix. Et ce qui est créé, première chose, le choc d'offres. Et deuxième choc d'offres, c'est que ça a coïncidé avec la fermeture de la Chine pour le Covid. Donc, on avait le plus grand producteur du monde qui fournissait plus sa production aux autres. Et en plus, toute la production interne était impactée par le prix d'énergie. Voilà. Donc, ce choc d'offres, aujourd'hui, on n'a pas. Pourquoi on n'a pas? Parce que la guerre en Ukraine, on l'a digérée. On a digéré, c'est-à-dire, vous voyez, le prix pétrolier, le prix du pétrole n'est plus aussi sensible par rapport à l'actualité de la guerre là-bas. Et le deuxième, c'est que, comme tout à l'heure Audrey a montré, la Chine s'est ouverte, elle exporte plus que jamais. Et tous les autres facteurs, que ce soit Trump, que ce soit la taxe douanière, etc., ce ne sont pas des chocs, parce que ce sont des facteurs pilotés par un humain. Donc, on peut avoir des surprises, mais on ne peut pas avoir de chocs structurels sur l'offre. Donc, en fait, on va vivre peut-être certainement une phase d'inflation stable, comment dire, haute, mais stable. Donc, on n'a pas de crise d'inflation. Et côté de l'Europe, on est en train d'assister à une perspective économique morose. Voilà, pareil, là-dessus, on peut avoir une inflation importée, c'est-à-dire que quand le dollar monte, bah, les Européens vont acheter du pétrole avec du dollar qui est plus cher, et quand on convertit en euros, naturellement, ça devient plus cher pour les Européens d'acheter du pétrole. Donc, c'est une inflation importée. Mais cette inflation importée ne va pas créer un choc, va créer potentiellement une incertitude pour la politique monétaire, comment piloter, est-ce que je baisse 25 pp ou je baisse 50 pp ou je fais une pause. Mais on n'aura pas de choc d'inflationniste. Donc, de ce fait-là, on peut imaginer qu'aujourd'hui, investir dans un fonds d'allocation, ça fait plus de sens qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que potentiellement, s'il y a une crise de marché action qui a été canalisée par le niveau de valorisation comme en 2000, mais si on n'est plus du tout au même, à la même dans le même contexte, supposons ça arrivait. Supposons on a une crise, une récession qui s'installe en Europe et que l'économie américaine se plafonne, alors, oui, parce qu'il ne faut pas aller au ciel tous les ans. Au bout d'un moment, quand tous les partenaires commerciaux sont par la récession, les États-Unis, c'est difficile de voir aller tout seul aussi loin. Donc, dans ce cas-là, la diversification des actions, du marché actions, par les obligations souveraines pour faire du sens. Voilà. Ensuite, si on regarde est-ce qu'on peut partager mon écran? Comment je partage l'écran sur... c'est celui-là. Je sais pas, est-ce que je peux partager mon écran? Comment ça se passe? Celui-là, non? Ouais, Oui, c'est ça. normalement, il y a le bouton partager au milieu de l'écran. Super. Je vais essayer de partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Super, Oui, ouais. parfait. Alors, justement, après cette définition du marché du fonds allocation, est-ce que c'est c'est le moment d'investir sur le fonds allocation? Bah, je vous présente le First Angle de Amundi, voilà, qu'on peut facilement trouver sur notre plateforme. D'ailleurs, on y constate que depuis 3 ans, en vert, le fonds sous-performe largement ses pairs, voilà, le pair de la catégorie allocation agressive. Non seulement en termes de performance, il présente une performance de quasiment 12 fois plus de performance, en plus, avec une perte maximum 2 fois plus petite et une volatilité
à peu près au même niveau. Donc, c'est pour ça qu'ils ont le même profil de risque. Donc, même profil de risque mesuré par volatilité, 2 fois plus de performance et 2 fois moins de pertes maximum. Et ce fonds-là, avec cette performance-là, il a en plus un vrai courant de 2% environ. Donc, ce qui veut dire que les gérants génèrent vraiment un alpha très fort. Là-dessus, est-ce que, Sébastien, tu peux nous expliquer un peu quel est le secret derrière? Alors le secret ou peut-être aussi surtout la stratégie qui fonctionne depuis de nombreuses années, donc depuis les années 80, c'est une gestion un peu atypique. C'est pour ça que je vous ai rappelé l'esprit famille en introduction. C'est vraiment une gestion bon père de famille. On va retrouver dans ce fonds 3 poches distinctes. La première, c'est de l'or, des actions liées à l'or, principalement des ETC, qui sont en fait des ETF corrélés à l'or, à hauteur de 10 à 15%. Deuxième poche, on retrouvera du cash, du monétaire, également entre 10 et 15%. Cette poche-là est utilisée pour pouvoir aller prendre des opportunités sur le marché, pour aller acheter des actions quand elles ont une belle décote, car c'est aussi en troisième partie l'approche de ce fonds. On appelle ça une approche value. C'est d'aller acheter des valeurs de qualité lorsqu'elles connaissent une décote sur le marché et qu'on estime que c'est la valeur intrinsèque, donc une valeur qui correspond aux recherches de nos analystes et qui sont un bon prix pour eux pour pouvoir acheter ces actions, ces titres. Pour vous donner un exemple, donc en fait, il y a une centaine d'actions qui est répartie globalement. Il est vrai qu'on a un fort biais américain du fait que ce soit une société de gestion américaine, ce qui est aussi correspond aux propos de Jean-Marc quand il nous posait la question sur l'allocation type. Là, on retrouve à peu près 45% d'actions américaines. C'est des actions assez diversifiées. On a du Shell côté énergie, on a Oracle côté américain. On n'a pas de Nvidia ni de Apple. Voilà. Typiquement, c'est des actions qui ils ont trouvé toujours trop chères, donc ils ont jamais eu de point d'entrée pour eux. Donc voilà, la gestion, la stratégie qui est très bonne n'est pas parfaite, mais entre autres, on a aussi sur plus près de chez nous, on a LVMH, car pour eux, ils sont très fans du champagne, notamment de Laurent Perrier. Pourquoi? Parce que le champagne est un actif rare. Vous le savez très bien, les vignes ne vont pas s'étendre, donc de ce fait, on reste sur une zone limitée et les marges donc devraient s'élever car la demande, elle, mondiale, ne fera qu'augmenter. Ils ont également Schindler, qui est une entreprise familiale suisse qui est experte dans les ascenseurs. Ce qu'ils aiment bien nous rappeler, notamment Julien Alberti, le gérant du fonds, dans le coût d'un immeuble, l'ascenseur représente 1% et 90% des emmerdes. Donc de ce fait, on choisit toujours un acteur de qualité. Ils sont très peu sur le marché et également ce qui est intéressant pour cette entreprise, c'est qu'elle génère pas mal de cash flow, car on a pas mal de SAV réguliers pour ce type de biens. Ils sont également présents dans les aéroports. Quand vous prenez un vol en direction, enfin à partir d'Orly, vous voyez les remontées mécaniques, etc. Donc c'est un business assez diversifié. Ils sont quand même déjà présents au Japon avec notamment Shimano que vous connaissez tous, une belle marque de dérailleurs qui est en portefeuille depuis longtemps. Effectivement, la force aussi de First Eagle, c'est qu'ils portent sur la durée les actions, certaines pendant plus de 20 ans. Il y a par rapport aux autres fonds, il y a beaucoup moins de rotation. Il y a aussi également financier, j'avais oublié sur le côté américain, on détient une partie, alors qui est énorme, mais une petite partie de la holding Berkshire Hathaway de Warren Buffett, également depuis plus de vingtaine d'années, donc ça a été aussi porteur de performance. Et donc voilà, c'est quand même sur la partie action, un portefeuille assez diversifié, 3% maximum par action, très peu de rotation sur le portefeuille, 5-6 par an. Les dernières en date qui sont rentrées, c'était Samsung, qu'ils avaient trouvé assez décoté et qui est quand même porteur de performance sur le futur, avec notamment leur développement sur l'intelligence artificielle. Et je voudrais aussi, pour parapher Yufeng et Jean-Marc et
mes camarades, c'est vrai que la classe d'actifs d'action, c'est celle qui, sur la durée, est la plus performante versus les obligations et le monétaire. Donc il est vrai que ces derniers mois, les fonds euros ont été attractifs avec notamment de beaux rendements. Mais comme vous avez vu les visions de mes confrères, ces fonds euros vont diminuer dans le temps et le moteur action sur long terme apportera de la performance. Nous, on privilégie beaucoup la diversification. Donc c'est un fonds qui n'est pas très tech ni très croissance. Donc il sera très complémentaire avec d'autres stratégies sur des fonds plutôt US. Donc ça, c'est important. Je pense que vraiment aujourd'hui, pour vous, le nerf de la guerre, c'est vraiment diversifier pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je rappelle aujourd'hui, comme l'a très bien fait Jean-Marc, quand je prends l'indice monde qui est le MSCI World, chez qui est plus de 70% d'États-Unis, et je retrouve à hauteur de 33% les 7 magnifiques, 7 fantastiques, donc les fameux Nvidia, Tesla et Amazon. Voilà, donc c'est un fonds que l'on pousse beaucoup, qui a eu beaucoup de succès, en une stratégie donc cœur de portefeuille. Donc c'est vraiment un fonds que vous allez garder à hauteur de 15 à 20% sur la durée. Et dernier petit point, j'ai perdu le fil, mais ça me reviendra. Je laisse la parole à Yufeng et donc c'est un fonds qui est très bien référencé sur le marché, qui a plus de 30 ans d'historique et surtout, voilà, ce qui est important pour vous aussi, c'est une idée d'avoir des performances. Ah voilà, c'est ça qui me revient. Il parlait des pertes, maximum, ça c'est très contraignant et ça peut être très irritant avec vos clients et je trouve qu'il a fait, une super performance, enfin, par rapport à l'année 2022 qui a été terrible sur les marchés où toutes les classes d'actifs, où tous les fonds ont été dans le dur, que ce soit les actions, les obligations, voire même l'immobilier. Ce fonds a fait moins 2,80 en 2022. Donc ça, c'est quand même une sacrée perf. Sachant que, ça c'est aussi pour la petite histoire, c'est un fonds qui reste très peu négatif sur la durée. C'est quelque chose qui peut être très embêtant quand on a des clients et qui sont dans le rouge. Ils peuvent venir souvent vers vous et vous demander des explications. Si je reprends encore le cas de 2022, il était quasiment flat toute l'année. Il décroche en septembre. Donc en septembre, et pour finir à moins 2,80 en décembre. Et en mars, il était déjà à plus 4. Donc le client qui avait le plus mauvais timing, qui avait investi en septembre 2022, avait été déjà redevenu positif quelques mois plus tard. Et ça, je pense que c'est important aussi par rapport à la qualité de sa gestion. Voilà, Oui, en effet, ce que je reprends un peu, c'est Sébastien qui disait, c'est un fonds non seulement, on voit son track, sa surperformance récente n'est pas un hasard, parce que si on regarde le fonds sur long terme, la plupart du temps, il bat ses pairs, la catégorie. Après, effectivement, on arrive à voir la période récente de manière un peu plus visible, parce qu'il y a l'effet d'échelle, tout simplement. Ça, c'est tout simplement. Ça ne veut pas dire ici la surperformance était moindre que celui-là, c'est tout simplement au fur et à mesure que la valeur augmente, les plus petites valeurs sont écrasées. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Bon, le fonds allocation qui dure dans le temps, il n'y en a pas tant que ça. Donc, comme tu as dit, c'est qu'il y a une vraie belle histoire. Moi, je trouve personnellement 30 ans de track, dont les 10 dernières années. On ne monte pas 30 ans, on pourrait, mais parce que sur 30 ans, c'est pas forcément de sens parce que même le gérant lui-même évolue. Quand je gérais le fonds quand il avait 30 ans et quand il gère le fonds à 60 ans, c'est pas du tout de la même manière. Mais par contre, les 10 dernières années, moi, je regardais tous les temps, c'est hyper intéressant. Alors, au-delà de track en graphique, si on regarde un peu une comparaison, un indicateur que j'adore, c'est comparer le ratio haussier-baissier comment dire, du fonds par rapport à ses pairs. Donc, c'est quoi le ratio haussier-baissier? C'est-à-dire, quand on compare, on regarde le fonds, lorsque sa catégorie monte 1%, quelle est sa proportion de hausse? S'il baisse, s'il augmente au-dessus de 1%, ça veut dire qu'il est meilleur dans le marché haussier. Lorsque la catégorie baisse 1%, s'il baisse moins 1%, ça veut dire qu'il est meilleur dans le marché baissier. Donc, lorsqu'il a un ratio haussier plus de 1 et un ratio baissier moins de 1, il se trouve dans la catégorie meilleur fonds, en général. Et dans le défensif, c'est l'inverse. Que ce soit comme la catégorie baisse ou que la catégorie monte, je monte moins, je baisse moins. Ça, c'est côté défensif. On a côté agressif, c'est par contre mes paires montent, je monte plus que
quand mes pairs baissent, je baisse plus qu'eux aussi. Donc, c'est le côté agressif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le first angle sur 10 ans de track. Sur 10 ans de track. Ça, c'est pas qu'un hasard. Globalement, il se situe vraiment entre le meilleur et le défensif. Donc, c'est ce que ça coïncide avec ce que Sébastien dit. C'est une stratégie pompère de famille, mais qui a une vraie story de picking, de diversification qui génère de la valeur dans le temps. Après, il y a un autre graphique que j'adore, c'est chez nous, c'est côté analyse, cycle marché, le comportement. Ce qu'on peut voir, c'est que le fonds, il est particulièrement dans le marché stable, il est meilleur que les pairs, et également la crise, ce qui est plutôt rare. C'est-à-dire, on sait, le marché monte dans 70% de temps. Donc, dans 70% de temps, il est bon. Et en plus, dans 10%, 5% de temps de crise, il arrive à générer un alpha supérieur aux autres. Et lorsqu'on regarde un peu la contribution de bêta alpha, bêta, c'est quoi? Bêta, ce que je disais tout à l'heure, est un pilotage de classe d'actifs. Je vais sur le marché US, je vais revenir sur le marché émergent. Et alpha, c'est le côté picking. On voit que le bleu foncé, c'est le côté, la source picking. Et comment dire, le bleu clair, c'est la source de pilotage de bêta. On voit bien ça. Encore une fois, ça vérifie bien ce que Sébastien disait tout à l'heure. Le fonds, il a une vraie histoire de stop picking. Donc, ça revient pour revenir sur mon explication au départ. En général, il y a deux types de fonds d'allocation. Il y a le fonds d'allocation qui pilote par macro et un autre type de fonds d'allocation qui pilote par stop picking. On voit que c'est un fonds clairement qui fait partie de la deuxième catégorie. Après, c'est qu'une classification. Comme vous savez, c'est pas toujours tout noir et tout blanc. Et le fonds, lui, il a quand même de la valeur en termes de bêta quand le marché remonte. Donc, il fait bien, évidemment, aussi dans sa gestion intègre la partie macroéconomique, on voit. Voilà, ça c'est… Yufeng, Oui. je rappelle juste que stock picking, c'est choisir des actions. C'est sélectionner des actions. Donc stock action, picking, choisir, sélectionner. Ah, oui. Après, dans les obligations, on peut aussi faire du stop picking. Par exemple, je choisis telle valeur, LVMH fait une émission, je prends cette émission-là, je prends des obligations sur secondaire des entreprises ou des États. Ça arrive Donc, aussi. assets picking. Assets. J'essaie de limiter le vocabulaire qui sont trop sophistiqués pour simplifier Et trop d'anglicisme. qui est déjà très riche à la base. L'autre chose très intéressante ici, on compare le fonds avec la catégorie, donc un peu tout le monde. Alors, si on va un peu plus loin, on compare le fonds avec ses pairs trackers. Voilà. Ici, j'introduis ce que j'introduis, c'est pourtant il y a deux, voilà, c'est ça. Ce que j'introduis, c'est un tracker Amundi, voilà, sur portfolio diversifié, offensif, un tracker de Deutsche Bank, également sur l'allocation, qui est plutôt défensif. Tout simplement voir un peu le comportement du fonds de First Angle comparé à eux, avec deux profils de risque pour qu'on puisse avoir une granularité de l'analyse. Lorsqu'on lance la simulation historique sur 10 ans, on voit qu'en termes de performance absolue, le gris, c'est-à-dire celui de Amundi, à la fin, coïncide, chevauche avec celui de First Angle. Et le jaune, c'est le tracker de Deutsche Bank, qui est profil de risque en dessous, finit avec une performance moins importante. Si on regarde sur toute la période, en termes de rendement, en réalité, First Angle est comparable avec celui d'Amundi, supérieur avec celui de Deutsche Bank. Par contre, si on regarde la volatilité, il est inférieur aux deux autres, sur toute la période. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, ça veut dire quoi, naturellement? Je pense que vous attendez. En termes de ratio Sharpe, c'est le meilleur. En termes de ratio Sharpe, je le redéfinis étant, c'est le ratio indique le rendement sur le risque entrepris.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est, je trouve, c'est en termes de diversification. C'est déjà un fonds d'allocation, c'est diversifiant. Même par rapport à ses pairs, il a une corrélation plutôt faible. Donc, ça montre que le fonds, il apporte bien une valeur de diversification intéressante. D'accord. Maintenant, dans une autre analyse, c'est un mot plutôt global. Je connais ce fonds-là, qui est plutôt intéressant par rapport aux paires, allocation, tracker. Mais si maintenant je l'introduis dans un portefeuille, d'accord, classique, type équilibré, profil risque, dans lequel j'introduis, bon, on va dire l'exposition de risque, c'est un beau prêt, 50% actions, 50% obligations, souverain. Alors, en vue de simplifier notre présentation, on n'a pas construit un portefeuille très sophistiqué, mais si vous voulez faire du stock picking, asset picking, directement sur la plateforme, vous pouvez faire en introduisant des fonds beaucoup plus riches que ça. Donc, on a 40% exposé sur le tracker Amundi MSCI World Country et on a 35% sur le Amundi Global, non, Amundi sur le tracker JP Morgan Global Bonds souverain. Alors, ensuite, on met 25% de celui de Deutsche Bank sur le tracker. Donc, en gros, les risques à action, si on décompose un peu, ça nous revient un peu à 55% sur le marché action global et 45% sur les obligations globales souveraines. L'exercice serait ici de changer, switcher ce fonds de tracker, comment dire, tracker allocation de Deutsche Bank par First Angle. Et je vais faire une simulation d'abord sur une projection de rendement espéré. Ce qu'on peut voir, c'est que en moyenne, ça améliore légèrement, parce que avec 25% de poids, le rendement espéré sur 5 ans du nouveau portefeuille où on a remplacé le tracker par First Angle. Mais si on fait une simulation historique, peut-être avec laquelle vous avez plus d'habitude, donc on regarde un peu la performance passée sur 5 dernières années, on voit que le nouveau portefeuille, où on a remplacé le tracker par le First Angle, surperforme le portefeuille précédent. Et ce qui est encore plus intéressant pour 5 ans, c'est qu'une analyse, on va dire que un peu générale, ça nous permet tout simplement de valider l'intrusion sur une période qui est consistante. Mais si on regarde le dernier mois pendant lequel il s'est passé beaucoup de choses sur le marché, typiquement Nvidia, on parlait tout à l'heure à Sébastien, on voit que dans cette phase de 24, la baisse de 24, le marché, le fonds, la nouvelle allocation composée de First Angle, clairement montre un biais plus défensif, plus sécurisant, plus diversifiant. Voilà ma présentation sur l'allocation, présentation des fonds et son impact sur un portefeuille modèle global pour que vous puissiez comprendre quel est l'intérêt de fonds allocation en ce moment et quel est son impact dans un portefeuille global, notamment lorsqu'on choisit un bon fonds allocation, ce que ça peut nous apporter dans notre portefeuille et surtout le portefeuille de vos fonds. Merci Yufeng. Juste pour notre auditoire, mais certains s'en rendent compte pour ceux qui font déjà de l'allocation, ce qu'on vous présente là et ce qu'on fait avec Evansboard, personne ne l'avait mis en place jusque-là, et je vais même oser le dire, beaucoup n'auraient jamais osé le faire. Donc pourquoi? Parce que même nos partenaires asset managers, lorsqu'ils présentent des fonds, il y a des fonds auxquels on dit on ne le présentera pas parce qu'il ne va pas du tout dans l'optique. Ton fonds n'est pas bon dans une allocation, n'apporte rien, voire pire, hein, vous l'imaginez bien. Donc merci pour ça Yufeng. Et je vais passer la parole à Pierre-Yves
Ditelot de Legiti, donc société qui a été quasiment pionnière d'ailleurs en PSAN, en prestataire de services d'actifs numériques en France auprès de l'AMF, si je ne dis pas de bêtises, Pierre-Yves, et bien sûr une société que je connais bien et qui va nous apporter des éclairages sur la crypto chaque mois, et puis aussi des outils de sécurité pour pouvoir, pour ceux que ça intéresse, gérer de la crypto. Pierre-Yves, c'est à toi. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Enchanté. Donc je crois que je vais conclure. On va conclure ce webinaire sur les cryptos justement. Donc je me présente. Donc je m'appelle Pierre Ditlo. Je suis le fondateur et le CEO de Legiti. Legiti qui est en fait la première plateforme crypto patrimoniale à destination des CGP et de leurs clients pour faciliter justement l'accompagnement de leurs clients sur cette nouvelle classe d'actifs. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est une classe d'actifs à part entière dans le paysage de l'épargne. On voit de plus en plus donc, de flux et de demandes sur notamment l'investissement en Bitcoin en termes de diversification d'une allocation patrimoniale. Et on va le voir, on va faire un petit panorama. Donc, on va essayer d'être, parce que le temps passe vite et ça fait un petit moment déjà qu'on est en ligne, mais on va faire un petit tour de marché justement de où on est aujourd'hui le marché des cryptos. On va revenir, parce qu'on a beaucoup parlé aussi des États-Unis en début, mais il y a un impact aussi très fort de l'élection de Trump sur le marché des cryptoactifs. Donc voilà, donc on va essayer de faire un petit panorama de tous ces sujets. Premièrement, juste où on en est aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle de crypto. Donc le marché, principalement, est quand même largement dominé par Bitcoin. Le marché, c'est un marché de 3,2 trillions de dollars, l'intégralité du marché des cryptos. Et Bitcoin représente à lui seul 2 trillions de dollars quasiment, donc 60% du marché. Et puis ensuite, après, on a Ethereum qui représente 10%. Donc c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle de crypto-actifs, notamment dans une approche patrimoniale, le premier réflexe, c'est quand même de diversifier avec voilà, juste Bitcoin et un peu d'Ethereum, mais c'est la première approche. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que les cryptos, de par finalement un peu la notoriété, de par la couverture médiatique qu'il peut y avoir aussi autour, il y a beaucoup d'espérances de gains fulgurants, mais je pense qu'il faut mettre ça un petit peu de côté parce que c'est pas le but. On va pas devenir multimillionnaire en investissant 100 ou 1000 euros sur les cryptos. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Donc, c'est vraiment un actif qui vient en diversification d'une allocation patrimoniale et qui apporte une vraie amélioration en termes de construction de portefeuille, puisque, bon, évidemment, depuis sur 2023-2024, on a eu des performances exceptionnelles. Le Bitcoin, c'est simple, c'est le meilleur actif, hein. Enfin, il n'y a pas eu une meilleure performance si on prend toutes les classes d'actifs confondus. Mais en plus de ça, ça apporte aussi une certaine diversification, puisque les moteurs de performance sont complètement différents. Même si, bien évidemment, avec, on va dire, un peu la financiarisation de cet écosystème crypto et de Bitcoin, on voit de temps en temps quand même une certaine corrélation hein, avec les autres classes d'actifs et les autres marchés, notamment actions. Néanmoins, les fondamentaux sont complètement différents. Et donc, c'est ça qui en fait aussi finalement tout l'intérêt en termes de construction patrimoniale. Si on peut passer juste à notre slide. euh, et voilà. Et je voulais faire aussi un petit peu marché parce que peut-être certains d'entre vous ont suivi un petit peu de ces marchés crypto et ont vu, c'était quand je crois que c'était mardi, une forte baisse en fait du marché, mais il y avait également eu de quelques soubresauts sur les marchés actions, hein, donc c'était pas uniquement dû au marché crypto. Euh, donc beaucoup ont finalement mis en avant, parce qu'il y avait un peu certaines peurs en général au niveau macroéconomique, des implications que pouvaient avoir les taxes douanières que mettait en place l'administration de Trump. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'univers des cryptos, il y avait un levier assez important quand même dans le marché, parce que voilà, beaucoup d'attentes au niveau politique, sur la classe d'actifs, tout ça. Et c'est vrai que la journée de mardi a été la journée où il y a eu le plus gros volume de liquidation de positions à effet de levier sur le marché. On a eu quasiment entre 8 et 10 milliards de dollars de liquidation sur 24 heures. C'est la plus grosse journée en fait de liquidation que le marché crypto ait connue. Et on voit souvent que ces mouvements de marché-là, d'une ampleur assez importante, sont souvent des points d'entrée assez intéressants, puisque le marché rebondit très très vite derrière. Et c'est vrai que le marché, par exemple, Ethereum est passé du plus bas à 2100 dollars et on est déjà à 2000, 2800 et quelques. Donc on voit qu'il y a quand même un certain retour à la normale.
Et autre point intéressant à observer, c'est que Bitcoin, dans cette, on va dire, secousse de marché, a quand même plutôt bien tenu, puisque je crois que le Bitcoin a baissé autour de 5-6% dans la journée, donc ce qui est quand même assez faible, hein, alors que les autres cryptos ont baissé entre 20 et 25%. Donc on voit quand même une certaine aussi résilience dans le Bitcoin, même si c'est une classe d'actifs qui reste quand même très volatile. On voit que finalement, il y a une certaine maturité dans cet écosystème. Et ça s'explique de plusieurs façons. Premièrement, une adoption massive de la part des institutionnels sur le Bitcoin. Donc, quand on parle d'institutionnels, c'est aussi bien les lancements d'ETF aux États-Unis sur Bitcoin qui ont été le plus grand succès ETF, de lancement d'ETF depuis que les ETF existent. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, la capitalisation, enfin les encours de gestion des ETF, notamment de BlackRock, de iShares aux États-Unis, sont beaucoup plus importants que l'ETF Gold de l'or de BlackRock, alors qu'il a été lancé il y a peut-être 15 ans. Donc on voit un vrai appétit pour la classe d'actifs, pour plein de raisons. Euh, pour revenir sur les propos au niveau aux États-Unis et la prise de fonction de Trump, donc on a vu depuis la prise de fonction de nombreuses déclarations de l'administration Trump sur les cryptoactifs qui sont extrêmement porteuses pour la classe d'actifs. Au niveau réglementaire, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait les États-Unis pêchaient un petit peu sur ce cadre-là. Alors, en Europe, on est très connu pour réguler avant même d'avoir un business. Donc là-dessus, on était assez confortable. En Europe, il y a une régulation qui est en place, notamment en France, avec le statut de prestataire de services sur actifs numériques, dont l'EGT, bien sûr, est conforme à cette réglementation. Et puis, avec l'entrée en vigueur cette année de MiCA, qui est la réglementation pour les services sur cryptoactifs au niveau européen. Aux États-Unis, c'était un petit peu moins le cas. Ça restait pas le Far West, mais voilà, c'était un peu moins régulé, mais c'est un petit peu la mentalité américaine, hein. Ils laissent le business, on va dire, se développer, et une fois qu'il a atteint une vitesse de croisière à une certaine taille, il est amené à être régulé. Et donc, c'est ce que veut faire vraiment l'administration Trump pour pousser encore plus l'adoption. Et puis, il y a d'autres aussi annonces qui semblent très porteurs, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur Bitcoin, quand on investit sur Bitcoin, la thèse d'investissement qu'il y a derrière, c'est que Bitcoin a potentiellement les caractéristiques de devenir un étalon de valeur, comme l'a été l'or auparavant. Et quand on parle d'étalon de valeur, c'est que demain, des grandes institutions, des fonds de pension, des fonds souverains allouent une partie de leurs avoirs sur Bitcoin, justement, dans cette optique-là. Et on voit que cette thèse, alors que nous, on soutient depuis des années déjà chez Legity, commence vraiment à se matérialiser puisque je crois que c'était hier, enfin il y a très peu de temps. Donc Trump a annoncé la volonté de vouloir créer un fonds souverain aux États-Unis. Et David Sachs, je crois, une personne de son administration, qui gère justement toute la partie crypto et intelligence artificielle de l'administration de Trump, a annoncé que potentiellement il pouvait aller intégrer Bitcoin et d'autres cryptoactifs en allocation dans ce cadre de ce fonds souverain. Mais en fait, ça n'est pas une annonce en fait isolée. Il y a déjà d'autres pays qui ont passé le pas. Donc aujourd'hui, des pays qui ont beaucoup de problèmes au niveau économique, au niveau voilà, économique et de sécurité en interne. On avait le Salvador il y a quelques années qui, le fait d'adopter Bitcoin euh, comme réserve de valeur et même comme monnaie légale, on va dire, a apporté beaucoup de stabilité, on va dire, au pays. On a d'autres grands pays qui pourraient passer le pas, comme notamment l'Argentine. On sait que l'Argentine a connu une économie catastrophique depuis des années, et c'est vrai qu'avec son nouveau président qui a un petit peu taillé à la hache les différents aspects de l'économie du pays, des différentes administrations étatiques, avec un impact extrêmement positif sur le pays et sur l'économie du pays, et très aussi porteur propice à Bitcoin. Donc potentiellement, on pourrait aussi faire un peu comme le Salvador, suivre le même chemin. Donc on voit finalement au niveau international une certaine adoption qui s'accélère et qui est aujourd'hui un petit peu menée par les États-Unis. Euh, et l'autre aussi point important, c'est que, alors nous, avec notre prisme finalement européen ou même américain, on va dire pays développés, on se dit, voilà, Bitcoin, bon, ok, c'est un actif, pas trop d'intérêt, bref. Euh, mais pourquoi? Parce que notre système financier fonctionne bien. Voilà, on a confiance dans notre système bancaire, donc on n'a pas peur de laisser nos capitaux sur nos comptes en banque.
Voilà. Mais dans la majorité des pays dans le monde, finalement, c'est pas du tout le cas. La plupart des gens ne veulent pas laisser leur argent sur les comptes en banque. Et encore pire, parfois, la monnaie locale, c'est un peu une monnaie de singe, et donc du coup, jour après jour, ils perdent du pouvoir d'achat. C'est le cas en Turquie, tout ça. Et on voit que dans ces pays-là, l'adoption de crypto, elle est massive, que ce soit Bitcoin ou des stablecoins, j'en parlerai juste après, mais cette adoption est vraiment massive. Donc, il y a un vrai intérêt économique finalement à cette classe d'actifs, et c'est ce qui en fait tout son intérêt. Et on voit cette adoption qui croît, et si l'adoption croît, bah, du coup, les valorisations de cet écosystème vont continuer à croître. Si on peut passer juste la slide d'après. Et donc voilà, donc là, les palmarès, bah, par exemple, comme je disais, en 2024, Bitcoin, c'est la première performance. Si on compare à quasiment toutes les classes d'actifs, hein, Ethereum aussi. On a l'or aussi qui a extrêmement bien performé. Euh, donc voilà, et c'est la deuxième année, puisque en 2023, on avait eu aussi une année exceptionnelle. En 2022, ça avait été une année assez compliquée, mais pas que sur les cryptos, hein. On a cité précédemment, hein, je crois que toutes les classes d'actifs ont pris un bon bouillon. Et donc, les cryptos ne sont pas passés au travers. Et il y avait eu une exacerbation, on va dire, de la baisse par rapport à certaines faillites aussi d'acteurs qui étaient extrêmement prépondérants dans l'écosystème, et des faillites qui provenaient principalement de fraude, hein. Si on la compare, c'est comme Madoff en fait finalement, hein. C'est juste des fraudes, ça n'a rien à voir avec l'actif sous-jacent. C'est pas parce qu'on a eu un Madoff que il faut jeter à la poubelle le S&P 500 ou les actions en général. Ça n'a rien à voir. C'est un peu le cas exact, c'est un peu la même chose. Si on peut juste voir la slide d'après. Et là, je voulais faire un petit focus aussi d'informations sur ce qui est un stablecoin. Parce qu'aujourd'hui, si on divise finalement l'industrie des cryptoactifs en deux grandes familles, deux grandes catégories, on va avoir les cryptoactifs volatiles, hein, dont le prix fluctue, le Bitcoin, Ethereum et tous les autres. Et puis on va avoir les stablecoins. Les stablecoins connaissent une croissance extrêmement importante en termes de montant, et encore une fois pour de bonnes raisons. Le but d'un stablecoin, c'est un cryptoactif qui a pour vocation de maintenir une valeur stable par rapport à une monnaie fiduciaire. Donc aujourd'hui, la majorité des stablecoins en circulation sont, on va dire, collatéralisés au dollar. Euh, et les plus gros émetteurs qui sont Circle et Tether, qui sont deux sociétés américaines, en fait, finalement, pour chaque émission d'un stablecoin dollar, ils vont avoir $1 en compte en banque en collatéral. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à maintenir finalement la stabilité de ce cryptoactif. Et l'intérêt, en fait, il est multiple, des cryptoactifs, des stablecoins. Au niveau international, bah, c'est un vrai outil de paiement. C'est-à-dire qu'on va contourner tout ce qui est SWIFT ou virement bancaire, on va dire, traditionnel, hein. Mais aujourd'hui, si vous voulez envoyer l'argent aux États-Unis, en Asie, d'Europe, bon, bah, c'est extrêmement compliqué au niveau bancaire, c'est extrêmement cher. Avec un stablecoin, ça coûte rien du tout. Et votre correspondant le reçoit dans la minute qui suit. Et tout ça, bien sûr, avec une traçabilité parfaite, puisque, je rappelle, la blockchain, c'est comme un registre, finalement, un gros fichier Excel, on va dire, où est inscrit finalement toutes les entrées, les sorties, toutes les transactions, les flux de transactions qu'opèrent finalement les acteurs. Euh, et d'ailleurs, là-dessus, il y a une adoption, en fait, une utilisation, un cas d'usage qu'il faut suivre de près, qui est extrêmement intéressant, c'est que Elon Musk a émis en tout cas l'idée ou a proposé d'utiliser la technologie blockchain pour le Trésor américain pour offrir une transparence parfaite auprès de la population sur l'utilisation et les dépenses en fait publiques du pays. Alors j'aimerais bien que ça soit fait en France parce que voilà, on peut se poser d'autres questions. Mais donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc ça, c'est un cas d'usage de la technologie blockchain, donc la technologie sous-jacente aux cryptoactifs. Et on voit le potentiel que ça peut avoir. Pour revenir au stablecoin, donc dans le paiement, bah, déjà les stablecoins ont dépassé les volumes de Visa et de Mastercard en 2024. Donc il y a quand même, c'est pas quelque chose qui commence à émerger, non, c'est quand même quelque chose de très établi. Et comme je l'ai expliqué précédemment, dans les pays émergents, bah, il y a une adoption massive. Aujourd'hui, si on regarde en Colombie et en Argentine, 65% de tous les flux cryptoactifs sont sur stablecoin. Donc on voit que finalement, même la population utilise les stablecoins pour bah, échanger de la valeur comme ils peuvent le faire à travers un virement bancaire. La le second applicatif, on va dire, des stablecoins, bah, c'est de créer des programmes d'épargne, des programmes de rendement. Un petit peu, voilà, elle parle de livret ou autre. Et donc là, on peut avoir des solutions très intéressantes. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. C'est un peu l'innovation à la frontière entre la finance traditionnelle et des produits traditionnels qu'on a pu écouter précédemment, et des opportunités qu'on peut avoir de rendement aussi dans la finance décentralisée.
qui aujourd'hui atteint un niveau de maturité extrêmement intéressant. Et donc ça, c'est le deuxième applicatif. Et demain, de pouvoir offrir finalement des produits d'épargne sans frontières, sans minimum d'investissement. Et donc, on voit l'intérêt, notamment, encore une fois, dans les pays, chez nous, premièrement, mais aussi dans les pays développés, en développement. Et le dernier, finalement, pourquoi il a été créé, pourquoi les stablecoins ont été créés, c'est un petit peu l'actif refuge au sein des actifs crypto, puisque si on veut s'extraire de la volatilité de ce marché-là, alors il y a possibilité de changer contre de la monnaie fiduciaire, mais là, vous passez par la case fiscalité, hein, vous êtes imposé en France à la flat tax. Maintenant, si vous voulez sortir de la volatilité avec de position Bitcoin ou prendre des profits, vous pouvez aussi le faire en stablecoin. Donc, il existe des stablecoins euros et dollars. Sur les GT, vous pouvez très bien prendre des profits en stablecoin dollar, mais aussi en stablecoin euro. Et donc, du coup, là, il n'y a pas d'événement fiscal qui se matérialise puisque vous restez dans un environnement crypto. Mais au moment où vous sortez du risque de volatilité et de potentielle baisse du prix de cet actif, d'actifs crypto Bitcoin et Ethereum, pour potentiellement plus tard se réexposer après une baisse de marché ou autre. Donc voilà, c'est les différents intérêts sur les cryptoactifs. Et avec cette maturité qu'on voit dans l'écosystème, ben, finalement, on peut recréer des profils un peu diversifiés, flexibles, entièrement avec cryptoactifs, avec des cryptos finalement pas volatiles, enfin comme les stablecoins, voire des programmes de rendement sur des stablecoins, et puis des actifs beaucoup plus volatiles comme Bitcoin, Ethereum ou d'autres cryptoactifs. Voilà un petit peu ce que je voulais mettre en lumière un petit peu ce matin. Je ne sais pas voilà, s'il y a des questions, mais voilà. Merci Pierre-Yves. Nous arrivons à la fin de l'exercice. Prochain rendez-vous le jeudi 6 mars, même heure, même sœur, pour ceux qui sont à nouveau intéressés, et sur le même format, hein, toujours transparence et de vous apporter un maximum d'informations, de connaissances, et puis aussi de stratégies pour pouvoir gérer l'épargne de vos clients. Merci à tous. Merci à vous. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.